Manifestation pour l'égalité successorale entre hommes et femmes en Tunisie. Ils étaient près de 2000 à envahir les rues de Tunis pour la cause. Présidentielle au Mali, l'opposant Soumaïla Cissé rejette d'ores et déjà les résultats du second tour. Il dénonce une dictature de fraude. Puis comparution de 17 hauts responsables kenyans devant la justice ce mardi. Ils sont accusés de faits liés à la corruption. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. On démarre cette édition par une note de la Tunisie où près de 2000 personnes, dont de nombreuses femmes, ont manifesté dans le centre de la capitale après l'annonce par le président Béji Caïd Essebsi de son soutien à un projet de loi. Ce texte inédit dans le monde arabe prévoit de rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage. Reportage. Le monde arabe est entré en ébullition depuis la tombée de la nouvelle. Lundi, le président tunisien Béji Caïd Essebsi annonçait son soutien à un projet de loi qui prévoit l'égalité successorale entre hommes et femmes en Tunisie. Si pour certains le test déroge à un principe inspiré du Coran, pour d'autres, il constitue un pas de plus vers la défense des libertés. Je pense que c'est important aujourd'hui de changer la condition de la femme fit Tunis et je pense que c'est important qu'on atteigne un jour l'égalité homme-femme et quand je vois le nombre de personnes qui sont ici, je suis optimiste et je me dis que c'est toujours possible de changer. Je suis là pour défendre nos droits qui sont déjà acquis et pour les protéger, voilà. Pour insister, pour confirmer, pour défendre nos libertés, la liberté d'expression, la liberté, c'est-à-dire les libertés personnelles. La loi tunisienne actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Le projet de loi prévoit néanmoins de laisser la possibilité au testateur soit d'appliquer la Constitution, soit de choisir la liberté. Le propriétaire du patrimoine aura donc la possibilité d'aller chez un huissier notaire afin de répartir son bien selon la règle de 2 tiers pour l'homme, 1 tiers pour la femme. L'opposition congolaise appelle à une candidature unique et exige le retour au pays de Moïse Katumbi, un des candidats déclarés à la présidentielle du 23 décembre prochain. La quasi-totalité des candidats de l'opposition étaient à ce conclave, dont voici les détails. L'UDPS Félix Tshisekedi, l'UNC Vital Kamerhe, le leader de Congo-Nabisso Freddy Natungulu, tous candidats à la présidentielle étaient présents à la cérémonie. Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC et le numéro 1 d'Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, étaient représentés. Les 6 candidats signataires de la déclaration de l'opposition saluent la position de Joseph Kabila qui a accepté enfin de se plier à la Constitution. Pour l'opposition, c'est une victoire historique que vient de remporter le peuple congolais. Ils ont reconnu que cette victoire a bénéficié du soutien de la communauté internationale, mais ce n'est qu'une victoire d'étape. Reste maintenant le combat pour les élections conformes aux normes démocratiques, des élections telles que prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ici, les signataires insistent sur la mise en œuvre intégrale de cet accord obtenu grâce à la médiation des évêques catholiques. Pour des élections inclusives, l'opposition exige le retour de Moïse Katumbi au pays, la libération des prisonniers politiques, le retrait de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral. Autres exigences, le retour de la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi et le remplacement du délégué de l'UDPS à la Commission électorale nationale indépendante. Le pouvoir devra se garder aussi d'instrumentaliser la CENI et la justice pour procéder à l'invalidation des candidats de l'opposition. Toujours en République démocratique du Congo, la société civile dénonce une forte criminalité à Lubumbashi, dans le sud-est, capitale minière et 2e ville du pays. 2 commerçants y ont été tués chez eux lors d'un braquage dans la nuit de dimanche à lundi. Voici les détails.
Au total, 193 cambriolages ont eu lieu depuis le début de l'année, avec 32 meurtres et 56 viols, d'après une évaluation du Bureau d'études et d'analyse sécuritaire de la société civile. Nous sommes dans une période de crise, même si les autorités ne veulent pas l'accepter, ajoute une source de la société civile. Les statistiques de la société civile sont fausses, rétorque le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Kalenga Mambepa. Il reconnaît l'existence d'un groupe de bandits armés qui, depuis quelques mois, commettent des actes prémédités, vols, viols, assassinats. Environ 70 d'entre eux viennent d'être arrêtés et mis en prison, affirme-t-il. Le 4 juillet, plusieurs dizaines de femmes avaient manifesté derrière des banderoles « Non au viol des femmes et jeunes filles » et « Non à l'impunité des violeurs armés ». Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme et une femme ont été tués par des bandits dans la commune de Kapemba, d'après le porte-parole de la police. Les opérations sont en cours pour mettre la main sur ces bandits. J'exhorte les commerçants à placer leur argent à la banque, pas dans les maisons, a ajouté le porte-parole. Plus calme en apparence que Kinshasa, Lubumbashi, ville d'environ 2 millions d'habitants, est la capitale de la région minière de l'Est-Katanga, productrice de cuivre et de cobalt. Lubumbashi est le fief du président Joseph Kabila et de son ex-allié et adversaire Moïse Katumbi, qui vit à l'étranger depuis mai 2016. Ce dernier affirme avoir été empêché de rentrer en RDC pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Des manifestations pro-Katumbi ont été dispersées par la police à Lubumbashi il y a une semaine. Direction le Mali, où le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé a rejeté d'avance ce lundi les résultats du second tour de la présidentielle. Selon le candidat, les résultats sont entachés de fraude. L'opposant a par ailleurs appelé la population à se lever. Reportage. Soumaïla Cissé, le candidat de l'opposition au scrutin présidentiel malien, conteste d'avance les résultats du second tour. Dénonçant la dictature de la fraude, l'opposant appelle les Maliens à se lever pour protester contre les chiffres qui seront publiés. Nous avons compilé les résultats et hier, 4 heures du matin, nous étions largement en avance. Ceci nous a fondé, je crois qu'il a fondé tous ceux qui ont écouté les résultats dans les différentes radios, à manifester spontanément et à Mopti et à Bamako. Nous appelons les autres régions à faire de même parce que c'est une victoire de l'ensemble du peuple malien pour le changement. Nous n'accepterons pas des résultats de la fraude. Que ceci soit clair et que la responsabilité de la fraude, la responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est du camp du président de la République. Les résultats du duel entre le président sortant et favori Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé doivent être proclamés en milieu de semaine par la Cour constitutionnelle. La mission d'observation de l'Union européenne doit présenter son rapport préliminaire sur le déroulement du scrutin ce mardi. Le vainqueur entrera en fonction début septembre. Politique toujours au Cameroun, le coordonnateur du MP, entendez Mouvement progressiste, un parti d'opposition, a donné un point de presse ce lundi dans la ville de Douala. Face aux médias, Jean-Jacques Ekendi a exprimé la volonté de son mouvement de travailler pour la formation d'une coalition. Voici les détails. Face à la complexité pour les candidats en lice à la présidentielle de s'entendre autour d'un projet de candidature unique ou de large consensus, face à Paul Biya, le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le leader du mouvement progressiste, qui n'est pas candidat, a donné un point de presse dans la ville de Douala. Face aux hommes des médias et en présence des représentants des partis politiques, Jean-Jacques Ekendi a exprimé sa volonté de son mouvement à travailler pour la formation d'une coalition. Pour cet ancien candidat à la présidence de la République en 2011, il ne suffit pas de dire Paul Biya doit partir. Paul Biya n'est pas Dieu le Père. Il n'y a que Dieu qui est éternel parce que Dieu est Dieu. Mais c'est difficile de battre Paul Biya. Parce qu'il est organisé pour rendre très difficile sa défaite. Mais il n'empêche que cette défaite est dans l'ordre du possible. Certes favorable à la candidature unique, Jean-Jacques Ekendi reste discret sur le candidat de la coalition. Donc mon vote personnel, Jean-Jacques Ekendi, il sera secret. Je n'ai pas vocation à dire je rends le secret, je vais vous dire je vote tel ou tel. Par contre, les prises de position politiques ne sont pas secrètes, mais elles ont besoin d'être rationnelles.
Pour rappel, Jean-Jacques Ekinda a été cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, et en 2011, il démissionne et crée son propre parti politique. Il a été conseiller municipal dans l'arrondissement de Douala 1er et député de la nation entre 2007 et 2013 et plusieurs fois candidat aux élections présidentielles de 92 et 2011. Justice à présent au Kenya. Plusieurs hauts responsables sont jugés pour des faits de corruption ce mardi. Ils sont accusés d'avoir alloué des terrains publics à des individus avant de les indemniser pour ces mêmes terrains lorsque ceux-ci ont été utilisés pour la construction de la ligne de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa. Voici les détails. La campagne anticorruption et de lutte contre l'impunité se poursuit au Kenya. 2 hauts cadres kenyans comparaissent ce mardi devant la justice pour répondre de plusieurs chefs d'accusation liés à la corruption. Ils ont été inculpés pour l'acquisition illégale de biens publics. Ils sont en tout 17 accusés d'avoir alloué des terrains publics à des individus avant de les indemniser pour ces mêmes terrains lorsque ceux-ci ont été utilisés pour la construction de la ligne de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa. Toujours dans le cadre d'une campagne visant à récupérer des terres appartenant à l'État, le gouvernement kenyan a démoli plusieurs bâtiments historiques la semaine dernière et des centaines d'autres sont ciblés. Sur les réseaux sociaux, des Kenyans encouragent la campagne menée contre la corruption et l'impunité dans le pays, ciblant des hauts responsables qui étaient autrefois perçus comme des personnes intouchables. Même registre, mais cette fois-ci, nous allons nous rendre en Angola. 5 fonctionnaires de l'administration fiscale angolaise ainsi que 4 complices ont été condamnés lundi par la Cour provinciale de Luanda. Ceux à des peines allant jusqu'à 5 années de prison pour des réductions illégales d'impôts de plus de 5 millions d'euros à une société. Les précisions, ce sera dans cet élément. L'affaire a fait grand bruit en Angola où la corruption est au centre des débats politiques. 2 fonctionnaires ont été condamnés à une peine de 5 ans, un autre à 4 ans et 2 autres ont été condamnés respectivement à 3 ans et demi et 2 ans pour blanchiment de capitaux, fraude fiscale et corruption passive. 4 autres personnes, dont 2 épouses des anciens fonctionnaires et un employé de l'entreprise Technimed qui a bénéficié de la réduction fiscale, ont été condamnés à des peines avec sursis. Le pays traverse depuis plusieurs années une grave crise économique et financière provoquée par la chute des cours du pétrole, sa principale ressource. Au pouvoir depuis septembre dernier, le président João Lourenço a promis aux 20 millions d'Angolais un miracle économique par la relance des investissements étrangers dans son pays et une lutte sans merci contre la corruption. Il a succédé à José Eduardo dos Santos qui lui a cédé les rênes du pays après un règne sans partage de 38 ans pendant lequel il a mis l'économie en coupe réglée au profit d'une poignée de poches. Mais il n'a pas hésité à limoger Isabel dos Santos, fille de son prédécesseur, de son poste de PDG de la compagnie pétrolière publique Sonangol. Elle est aujourd'hui accusée de détournement de fonds. Un de ses demi-frères, José Filomeno dos Santos, a lui été écarté de la direction du fonds souverain du pays, puis inculpé de détournement de fonds pour avoir ordonné un virement bancaire suspect de 500 millions de dollars. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt. Au revoir.